2 fois par an. Eh oui, 2 fois par an, voilà une fréquence qui fait penser au solstice. Au solstice, moi je pensais plutôt à voir ma belle-mère ou passer le Karcher dans la cour, les deux exemples n'ayant évidemment aucun rapport entre eux. Mais ça lui fera bien plaisir que tu passes le Karcher dans sa cour. Voilà une belle façon d'associer les deux. Tout à fait. Et donc je vois ma belle-mère d'ailleurs dans quelques jours. Mais n'avance pas le Karcher pour l'inviter à venir chez toi. Et je la vois plus souvent que 2 fois par an, puisque je m'entends très bien avec ma belle-mère. Si elle m'écoute, elle sera ravie. Et en plus, c'est sincère. 2 fois par an chez nous, chez Éclairage, c'est la fréquence avec laquelle nous faisons une émission rétrospective. Et comme son nom l'indique très clairement, on revient ensemble sur 3 ou 4 dernières émissions. Et avec un double challenge, d'éclairer un minimum dans la continuité, voilà, pas juste que ce soit un one-shot, désolé pour cet anglicisme, et 2 aussi de nous confronter, nous, personnes sachant, qui avons souvent des analyses très poussées sur les émissions, bien entendu, et du coup, comment ça résiste à l'évolution du temps, tout ça, ce sont nos objectifs. Donc à chaque fois, ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend à quelle heure vous allez nous écouter, 3 sujets, le Brexit, les élections européennes et Notre-Dame de Paris. Messieurs, parmi ces 3 sujets, y en a-t-il un qui vous inspire plus qu'un autre, peut-être pour cette rétrospective, je pense que là où ça a le plus bougé, c'est avec les élections européennes. Et puis je pense que le bilan final laisse à réfléchir et donne un petit peu de morosité quand même. Ouais, un petit peu de morosité. Bernard ? Moi, je vais emboîter le pas et j'allais dire élections européennes aussi. Avec tous l'effet domino un petit peu que les résultats ont provoqué. Il y a des dommages collatéraux. Il y a des dommages collatéraux. J'allais dire effet qui se coule, mais si je dis qui se coule, je suis obligé de donner une autre marque. Le bonbon créma, mais ça marche pas. D'accord, très bien. Alors je voulais, dans la continuité de mes amis, la conclusion que vient de faire Bernard me gêne un tout petit peu, mais néanmoins, le sujet aussi qui m'intéresse le plus, c'est les élections européennes et les lendemains des résultats et de ce que l'on peut en tirer aujourd'hui. Mais tu le disais, Philippe, il y a un lien étroit aussi entre le Brexit et les élections européennes. Et la question qui se pose, c'est de savoir quelle construction de l'Europe et avec qui on va la faire finalement dans 6 mois. Eh oui, tout à fait. Et puis moi, me concernant, effectivement, pareil, les élections européennes, je me suis assez régalé en lisant tous les commentaires et en regardant un petit peu ce qui se passe. Régalé, mais effectivement, ça peut être un peu une soupe à la grimace. Je ne sais pas si cette expression s'utilise encore aujourd'hui. Si, ça va, je ne fais pas un peu trop vieux. Non, en tout cas, autant que qui se coule, je pense. Autant. Bien vu. Mais on va se régaler avec ça. Enfin, la soupe à la grimace, on ne se régale pas avec la soupe à la grimace, mais éventuellement avec des bonbons créma. Messieurs, je ne sais pas si on est très tendance je sais pas si on est très tendance. On démarre du coup avec... je propose qu'on mette les élections européennes en sandwich entre le Brexit d'une part et Notre-Dame d'autre part. Ça vous va ? Ça va très bien pour moi. Ok, allez, partons pour le sandwich. Drôle de sandwich et drôle de bout de sandwich pour Notre-Dame. Enfin bon, allons-y. On en reparlera de Notre-Dame, mais moi je pensais que c'était réglé cette affaire. On a fait une émission tellement unanime, voilà. Non, apparemment ça n'a pas l'air. Bon bref, on voit ça tout à l'heure. Oh, c'est réglé sauf pour quelques réalités. L'architecte en chef, il dit... Je pense que ça passe. Pour moi, c'est quand même l'illustration de quelque chose qui est un petit peu problématique à la tête de l'État et qui hérisse énormément de gens. C'est ce fonctionnement. Oui, j'embraye directement dessus. Est-ce que ça te va ou non ? Justement, moi je tourne mes pages puisqu'on est en train d'aborder Notre-Dame. Renversons le sandwich. Ok, et bing, on attaque. Alors David, t'es mal relancé. Oui, parce que on a l'impression qu'on a une nouvelle illustration du fonctionnement en marche forcée que Edoui Plenel avait un peu amené une fois. Mais que nous avions apprécié lorsque nous avions traité ça plutôt dans la télé. On trouvait que c'était assez compréhensible, ce côté volontariste d'Emmanuel Macron. C'est ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, même les sénateurs, dont quand même la majorité sont quand même un petit peu du même bord, enfin en tout cas relativement, ont peur quand même que ce blanc-seing comme ça, enfin ce chèque en blanc qui est donné au gouvernement par cette loi qui autorise pas mal de dérogations, soit faite pour court-circuiter le travail de spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement alors maintenant j'ai plus les noms tout à fait en tête, enfin les architectes de France et tout ça. C'est quoi le Bâtiments de France. Les bâtiments de France. En fait, la question c'est, est-ce que ces gens-là peuvent travailler vite ? Est-ce que le fait de passer par eux va nous faire prendre 10 ans de retard ou pas ? On a l'impression qu'eux affirment que non,
qu'ils peuvent aller vite, mais qu'il faut les consulter pour éviter de la précipitation. Ouais. Et semble-t-il, ils n'ont pas confiance au gouvernement pour aller Alors, juste pour faire poser les les choses faits, dans le bon sens. le projet de loi concernant la restauration de Notre-Dame de Paris est en cours de discussion à ce moment-là où on parle, ok. Ouais. Et effectivement, c'est plutôt le Sénat là qui bloque, le Sénat qui est plutôt d'opposition de droite. Hein. Entre les deux chambres. Entre les deux Je chambres, crois ouais. qu'il y a deux questions. Marc. Il y a la question d'un dispositif, et ça fait toujours peur, d'un dispositif législatif qui prévoit des exceptions. Oui, il parle d'une loi sur d'exception, hein, les la opposants. manière de pouvoir procéder pour la réparation de Notre-Dame. Je partage un peu, toute loi d'exception, quel que soit le sujet, peut faire peur. Se dit pourquoi il y a nécessité de loi d'exception alors qu'on a des dispositifs législatifs en termes de restauration, de réparation de bâtiments publics, de bâtiments historiques, qui globalement, d'après l'avis de tous, fonctionnent bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai quand même l'impression que derrière, c'est la guerre relativement habituelle entre ceux qui s'arrogent être spécialistes, c'est nous qui savons, c'est nous qui devons dicter la manière de faire, les procédures à entamer, et puis les politiques qui ont envie d'impulser, non pas de marcher sur les plates-bandes des spécialistes, mais de dire, on va peut-être vous mettre un mode de fonctionnement et un rythme un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. Moi, je me dis, de temps en temps, ça fait pas mal. Voilà, je crois qu'il y a eu aussi cette commission sénatoriale qui, justement, organisait une série d'auditions de spécialistes, tout ça, pour fournir un matériel de réflexion et de décision au gouvernement, et que même ça, le gouvernement semblait ne pas y accorder une très grande importance. La commission s'est sentie un peu méprisée dans ses travaux. Je sais pas quel ministre va se déclarer être le spécialiste des bâtiments de France, mais si c'est ça, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Et le risque aussi, je veux dire, il y a une crainte encore plus sous-jacente, peut-être encore pour une partie plus éloignée de l'opposition, c'est qu'il y a un lien de plus en plus direct entre une décision gouvernementale et un marché public d'entreprises qui ont l'habitude d'être soupçonnées de beaucoup de proximité avec le gouvernement, que ce soit Vinci et tout ça. Donc c'est vrai que si on court-circuite trop d'étages intermédiaires, les soupçons vont augmenter. Bon, en tout cas, Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef, qui dirige une équipe actuellement, là, de 150, pas 250, 150 personnes, lui s'est positionné dans plusieurs articles que j'ai lus, il faut refaire à l'identique. Pas forcément avec les mêmes matériaux, mais à l'identique, notamment la flèche. Oui, mais ça c'est la conséquence logique des accords que la France a signés. Je crois que c'est les accords de Venise. Oui, la charte de Venise. La charte de Venise qui disent que lorsqu'un bâtiment historique est détruit, il doit être refaire à l'identique. À l'identique. Au dernier état connu. Et le dernier état connu, c'est cette flèche. Oui, mais alors du coup, la volonté de Macron d'éventuellement de faire preuve de créativité. D'audace. Du coup, là, en tout cas, lui, il n'est pas d'accord. Mais je pense qu'il n'est pas décisionnaire, apparemment. Donc à un moment donné, il faudra qu'il se plie. Je me souviens bien de ce que l'on mettait en avant, c'est dire, je crois qu'on était tous d'accord de dire, on ne va pas éterniser la réparation et la restauration de Notre-Dame pour que ce bâtiment puisse être ouvert au public et être ouvert au culte. Donc on ne va pas mettre 10 ans, 5 ans, ça sera peut-être un peu court, on verra bien. Il y avait l'échéance, il y a toujours l'échéance des Jeux Olympiques, et c'était important symboliquement de pouvoir mettre un calendrier en parallèle, similaire, avec la réouverture de Notre-Dame, restaurée, et les Jeux Olympiques. On trouvait, me semble-t-il, à cette période-là, que c'était plutôt de bonne aloi. La deuxième chose, c'est est-ce que techniquement, c'est jouable? Moi, je suis bien incapable de pouvoir y répondre. Les avis semblent divergents là-dessus, mais ça ne paraît pas impossible. La troisième, et là, bien sûr, les polémiques vont continuer encore, c'est de dire, faut-il refaire totalement à l'identique, ou peut-on prévoir... bien sûr, la continuité d'une flèche, mais une flèche qui serait légèrement différente ou très différente en tant que telle. Ma position que j'avais, et qui reste la même aujourd'hui, c'est de dire qu'il y ait preuve d'audace dès lors que ça s'inscrit dans la réalité de ce patrimoine reconnu par tous, me paraît pas mal fondé. Alors du coup, est-ce qu'on enchaîne? Est-ce que notre opinion a évolué depuis le moment où on avait traité cette émission, concernant la flèche notamment? Marc vient de s'exprimer. Son opinion n'a pas évolué. Alors déjà, il y a un truc que je ne comprends pas bien. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que M. Macron a dit explicitement qu'il voudrait une flèche différente?
Je crois pas. Il a dit qu'il voulait aller vite, mais il n'a pas dit forcément ce qu'il voulait. Il a dit qu'éventuellement, on peut faire preuve de nouveauté. D'accord. Bon. Oui. Ok. Donc c'est un indice. Oui, c'est un indice. C'est pas explicite. Après, moi, je pense qu'il faut complètement décorréler de ça des Jeux Olympiques. Je ne vois pas pourquoi il faut absolument que pour les Jeux Olympiques, on ait une cathédrale restaurée. Je pense que c'est pas. Il y a d'autres endroits intéressants à Paris que ça. Enfin, je veux dire, ce serait ridicule de bâcler le travail ou de mettre une tension, de mettre une tension et d'écœurer les gens juste pour les Jeux Olympiques. Je veux dire, ça va pas faire perdre beaucoup de millions de budget publicitaire. Et l'autre chose, c'est que effectivement, il faut se poser la question si, de toute façon, il faut passer par un concours pour la restauration. Le fait de passer à l'identique, effectivement, ferait que le travail, le cahier des charges serait beaucoup plus simple. Il n'y aurait pas forcément besoin. On reproduit. Peut-être qu'il y a un concours à l'intérieur pour faire, mais je veux dire, ça simplifie peut-être quand même un petit peu le temps d'instruction des dossiers. Ouais. Entre-temps, l'actualité a bougé un peu, puisque le parvis était réouvert. Hein. Non, mais ça y est, là, quand même. Pas tout à fait. Voilà. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, parce qu'il y a encore des vérifications pour voir si le plomb. Alors il y a le plomb, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une sorte de déplombification des lieux qui se fait. Je compte sur il y a encore des choses à vérifier. Vérificateur d'orthographe. Ouais, et puis il y a une messe qui va être célébrée. Alors une messe en petit comité, mais avec port de casque obligatoire. À l'intérieur du bâtiment, même si ça sera sur l'entrée ou la sortie, comme on veut, tout à fait. Et la réouverture de la crypte. Il y a une volonté symbolique de dire ce bâtiment qui appartient à tous, mais qui est aussi un lieu de culte, ne restera pas sans utilité et sans possibilité de visite et de proximité pendant 5 ans. En tout cas, Emmanuel Macron a redit depuis la dernière fois, j'assume j'assume un calendrier serré et volontariste. C'est un peu ce que lui reprochent certains de ses opposants, effectivement, en disant, le fait du prince et du coup, la marche forcée, dérégulation par rapport au code du patrimoine. Bon, on va voir ce que ça donne. La question que tu posais aussi avant qu'on passe au tout début, c'est la question qui est une question fondamentale dans l'adoption des lois en France, c'est le dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ouais. Et la navette, comme on appelle ça. En l'occurrence, effectivement, il y a une position relativement différente du Sénat, qui demande un certain nombre de précautions. Et la question, ça va être de se dire quelle attention on va avoir à ces dispositions mises en avant par le Sénat, sachant qu'en dernier ressort, c'est de toute façon l'Assemblée nationale qui adoptera le cadre légal. Ouais. C'est toujours cette question-là qui est une question intéressante et importante. La plupart du temps, il y a toujours une prise en compte de ce que le Sénat a apporté dans les discussions parlementaires. Ouais. Mais je trouve que ce n'est pas seulement pour voter des lois, puisque là, effectivement, il y a quelque chose d'établi, plus ou moins long et tout ça. Mais il y a un vrai travail de commission que le Sénat affirme et considère comme essentiel et qui est vraiment très important. On l'a vu par exemple avec l'affaire Benalla et tout ça. Donc c'est des gens, je veux dire, ils utilisent les moyens de l'État pour faire venir des gens en les forçant à venir parce que c'est une commission, voilà, ils sont obligés de prêter serment et tout ça. Enfin, je veux dire, et il y a un vrai travail après de restitution, d'écriture de rapport et tout ça. Sérieux. Ça, c'est quand même un travail d'État, des services de l'État qui est là et qu'il ne faut pas négliger, je pense. Et effectivement, il faut... il vaut mieux pas qu'ils court-circuitent trop vite ces choses-là. Ouais. Bon, on passe. Le processus que Marc met en lumière à l'instant, concernant cette question de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, c'est une question qui est éternelle. Je veux dire, quand l'Assemblée nationale vote un texte, il part au Sénat, c'est ce que tu as... il est retravaillé ou pas, à la marge ou plus, et il revient, et c'est finalement le Sénat... l'Assemblée nationale, qui décide en dernier ressort. Dernier point peut-être sur ce dossier, par rapport à ce que l'on avait dit de l'autre côté de la Manche. Il y a maintenant 2 mois, c'est l'aspect financier. Je crois qu'on ne peut pas non plus terminer ce dossier-là sans en parler. Les dons ont afflué. Ils sont très nombreux, ils continuent encore à arriver et la question qui se pose, c'est la manière dont seront gérés, non pas dans l'illégalité, ça c'est clair qu'il y aura très certainement une grande vigilance et pas de question là-dessus, mais comme il y aura certainement plus d'argent que nécessaire pour la restauration, à quoi sera affecté cet argent qui restera dans les enveloppes? Et notamment les dollars américains, puisqu'il y a une passion américaine pour Notre-Dame. Et ouais. Voilà. Et oui, puisque Notre-Dame, on l'a vu tout de suite lors de l'incendie, appartient au monde entier.
En tout cas, dans l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif, d'accord, très bien. Je me méfie toujours, moi, de ces messages un peu universalisés. D'ailleurs, j'ai fait un billet là-dessus. Bon, bref. Ça revient à ce que disait... On va passer à un autre sujet, oui, Philippe. J'arrive pas. C'est ce que disait un petit peu David, et je ne partage pas tout à fait son David avis. est très sage. C'est l'importance du rayonnement des Jeux Olympiques qui peut avoir une réalité par rapport à ce que représente maintenant, ça le relance, là. La cathédrale Notre-Dame de Paris pour l'ensemble de l'humanité. On leur passera les Aristochats et c'est bon. C'est pas possible, ça. Je fais une pause. Un dessin animé. Allez, Brexit, élection européenne juste après. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Rétrospective aujourd'hui pour cette dernière émission éclairage de la saison, pas de la vie, rassurez-vous, avec 3 sujets. On vient de terminer sur Notre-Dame de Paris et maintenant on attaque Brexit, élection européenne. Donc je rappelle, rétrospective, ça veut dire qu'on se repenche sur des sujets qu'on a déjà traités, on analyse l'évolution de ces sujets et on analyse la pertinence de nos analyses du moment pour voir si elles subsistent à l'épreuve implacable du temps. Voilà. Ouf. Je crois que je vais vous laisser. Alors, quelques minutes encore avec nous, Bernard. Le Brexit, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé? On est toujours dans l'incertitude. Bernard, depuis ces fameuses élections européennes, parce qu'on en avait parlé un peu avant, hein. C'était lié. On va les traiter ensemble d'ailleurs. Theresa May n'est plus. Eh ben voilà. Theresa May n'est plus responsable du Parti conservateur. Oui. Et il y a eu des candidats qui avaient jusqu'à l'autre jour, c'était en début du mois de juin, je crois, autour du 8-9 juin, pour poser leur candidature. À la tête du Parti conservateur. Oui, mais parce que de fait, au Royaume-Uni, la tête du parti qui a la majorité au Parlement devient de fait Prime Minister, Premier ministre. Nommera obligatoirement le leader du parti majoritaire. Donc Theresa May, ça y est, terminée, elle a annoncé sa démission, un peu abîmée. Hein. Complètement. En pleurs parce que, voilà. Enfin, moi, je la comprends. Hein. Elle y a mis tout ce qu'elle pouvait. Apparemment, ouais. Donc on rappelle quand même que Theresa May a essayé de rendre concret l'accord qu'elle avait elle-même passé avec l'Europe pour l'accord de divorce, on parle. Voilà. Mais entre ceux qui aimeraient un accord plus dur et ceux qui aimeraient un accord plus mou, voire de revenir en arrière, du coup, elle s'est fait retoquer par le Parlement plusieurs fois. Et du coup, là, elle jette l'éponge. Voilà. Oui, ce qui semble quand même, c'est qu'elle a été d'une grande maladresse tant à l'intérieur de son parti que pour l'ensemble des dispositions politiques. Donc, après, je me souviens que j'avais dit à l'époque, quand on avait abordé cette question-là, j'avais dit, mais qu'il est difficile de comprendre l'Angleterre. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire la même chose, qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe. Il y a quand même eu une émergence. Une émergence qui va jouer un rôle important, c'est l'émergence de ce parti qui est le parti du Brexit. Ah, ben voilà, ça c'est quand même... Parti du Brexit qui est favorable à l'application d'un Brexit dur, l'Europe... Europhobe, tout à fait. Etc. Et qui a quand même eu un résultat plus qu'étonnant lors des élections européennes. 31,6%. Arrivé très nettement en tête. Et donc, affirmant, et là c'est complexe, affirmant qu'effectivement, il n'y a pas question, il n'y a pas de discussion. On a voté le Brexit, maintenant appliquons, quel que soit l'accord qu'il y a ou non avec l'Union européenne. Ouais, j'avais zappé ça, moi, lors de notre première émission sur le sujet, ce parti du Brexit. Je l'avais cité, si tu réécoutes. Tu l'avais cité, oui, moi j'avais zappé en tout cas. Nigel Farage, qui était effectivement... Qui était encore très mobilisé, et ça avait été l'artisan du mouvement du Brexit, puisqu'en fait c'est quand même quelqu'un qui a poussé David Cameron à organiser ce référendum, et ça en mordre les doigts, je pense, rétrospectivement, parce que je pense qu'il ne pensait pas que ça arriverait vraiment au Brexit. Et du coup, voilà, maintenant, ce gars-là réapparaît pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et effectivement, lui est prêt à aller jusqu'au bout, il l'a dit explicitement. Il est boosté, même s'ils n'ont pas tout à fait concrétisé. Là, il y avait une élection partielle dans une partie de l'Angleterre où ils sont arrivés deuxième et les travaillistes sont encore arrivés en premier. Mais apparemment, c'est le parti a le vent en poupe, là. Oui, moi ça m'a étonné. Qu'il y ait encore autant d'euroscepticisme, même au risque d'avoir un départ brusque.
Ça me fait mal parce que je pense... Ça te désole, là, je sens Oui, ça bien, me désole parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller avec une grosse gueule de bois et ça tu va... disais ça déjà, je me souviens. Je pense. Ou bien ça va être dans une sorte de dumping qui va peut-être booster provisoirement les choses, mais qui va les... Enfin, alors, avec des problèmes avec les Écossais, les Irlandais, enfin, je pense que ces gens-là, je pense que... Excuse-moi, je dis juste, je pense que beaucoup de gens qui sont comme ça pour ceci n'arrivent pas à anticiper ce qui va se passer. Et vont en être les premières victimes. Et ça, toutes les extrêmes droites savent faire ça. C'est-à-dire convaincre comme ça d'une chose et ne pas être là quand les gens se réveillent. Moi, je pensais qu'il allait dire toutes les extrêmes savent convaincre, mais non, chez David, c'est toutes les extrêmes droites savent faire ça. Oui. C'est incroyable quand même. La parole à Bernard, qui demande juste de dire que je pense que c'est quand même une très grande difficulté. Et peut-être que tout à l'heure, sur la réalité des élections européennes, on pourrait y revenir. Une très grande difficulté pour les deux partis majoritaires que sont le Labour, donc les travaillistes et le Parti conservateur, d'y voir clair et de définir une politique. Alors on voit combien ces deux partis sont eux-mêmes tiraillés à l'intérieur. Mais c'est vrai que ce que dit David, c'était de dire on pouvait quand même... Ah ouais, tu t'adaptes, David. On pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait une plus grande approbation de dire on a fait une erreur et on revient sur cette erreur. Et il y a vraiment nécessité de voir, si ce n'est de revenir dans l'Union européenne, au moins de voir comment arriver à trouver les bonnes dispositions d'articulation. Ce qui semble émerger quand même dans la population, c'est encore un très grand pourcentage qui dit on n'en a rien à faire de l'Europe, suivons notre propre chemin, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est de fait assez inquiétant. D'ailleurs, le système, les deux grands perdants au Royaume-Uni sont les deux partis habituels, travaillistes et conservateurs. Donc le système bipartite a explosé là au cours. Alors c'est pas le seul endroit, on en parlera dans un instant, par rapport aux élections européennes qui dépassent au Royaume-Uni, mais globalement les partis entre guillemets traditionnels se prennent des claques un peu partout. Quel successeur pour Theresa May ? Du coup, alors on ne le sait pas encore au moment où on parle là, mais il y a Boris Johnson. Une brochette. Une brochette où ils sont... attends, il y en a 10 ou 11, ou je ne sais plus, il y en a une bonne dizaine. Ouais, une petite dizaine. Ça fait de quoi faire une brochette. Ouais. Bah oui. Tu ne fais pas une brochette juste avec un bout de viande. On avait parlé de barbecue, je me souviens, dans l'émission. Non, mais c'est juste pour dire qu'ils sont nombreux. Celui qui tient la corde, c'est quand même l'ancien maire de Londres. Boris Johnson, qui... j'allais dire une voie royale, mais c'est vrai qu'on est en Angleterre, donc ça se comprend, pour pouvoir prendre la tête, puisque les poursuites, puisqu'il a quand même menti effrontément... La justice a dit que non, là, récemment. Ont été... Hartung. Sur quel sujet précise sur la campagne du Brexit, il avait menti. Les réalités liées à l'émergence du Brexit. Voilà. Bon, en tout cas, le Brexit est repoussé. Il devait avoir lieu le 29 mars. Il est repoussé au 31 octobre. Voilà. Donc, Boris Johnson, effectivement, fait partie de favoris pour réussir le Brexit. Avec quand même, dans sa campagne électorale, moi, je trouve que tout ça, c'est vraiment affligeant. Le fait de dire... De toute façon, on ne négociera pas. Si on n'arrive pas à négocier, c'est pas grave, on ne paiera pas. De toute façon, vous ne nous aurez pas, l'Union européenne. Et moi, je te dis, mais attends, mais ça veut dire quoi? Quand on a été partenaire pendant 40 ans, il faut aussi trouver des dispositions de sortie qui soient respectueuses pour les uns et pour les autres. Et là, on voit le forcing. Alors moi, je serais bien incapable de dire qui est le favori aujourd'hui. J'en sais rien. Okay. En fait... je dirais que c'est presque peut-être une attitude très anglaise, mais c'est certainement très anglophobe de dire ça. Mais peut-être qu'ils font un calcul politique en anticipant le fait, dans leur esprit, que l'Union européenne se démantèlera et donc ne saura pas faire corps face à une Angleterre pirate, quoi, on va dire, qui prend qui prend sa liberté et qui va faire des coups en douce. Et c'est vrai que si le reste de l'Europe n'est pas solide, David, eh bien effectivement ils peuvent tirer parti de cette faiblesse pour avoir un ascendant commercial et tout ça. Donc peut-être qu'ils sont peut-être certains politiques, je ne sais pas si la population fait cette analyse-là, mais certains politiques doivent se dire c'est peut-être le moment où il faut partir avant les autres pour pouvoir tirer parti de cette situation. De façon tout à fait pratique et je dirais aujourd'hui, les grandes entreprises, je pense aux entreprises bancaires, les grands groupes bancaires sont obligés de monter des dossiers pour avoir l'agrément, pour avoir des agences au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que comme l'accord européen devient caduc et que si tu as ton agrément en France, tu peux aller ouvrir une agence en Allemagne,
ou en Belgique, dans la mesure où c'est la Banque centrale européenne qui a donné l'agrément, eh ben, ça ne marche plus en Angleterre. Donc il y a des tas de structures qui sont en train de retirer leur bille. Plein d'aménagements. Le Crédit Agricole, par exemple, a rapatrié plusieurs unités et il n'y a plus que le strict minimum. Tout le trafic, tous les comptes en euros que gérait le Crédit Agricole, par exemple, à Londres, c'est fini. D'accord, j'ai cru qu'il allait dire tous les comptes en euros que moi, Bernard, j'ai à la City de Londres. Non. Ouvert par mes amis anglais. Moi, c'est en Suisse. Je pensais qu'on allait vers cette voie-là. Oui, moi aussi. Moi, c'est en Suisse. Je m'attendais pas le Brexit, le Guernesey, Jersey. Parce qu'il a des amis à Guernesey et... Je vous ai parlé de mes amis en Suisse. Je vois. Il manquerait plus que le Luxembourg et le Liechtenstein, c'est parfait. On clôture la page Brexit. Juste encore quelque chose à dire quand même. 2-3 choses. Ok. Oui. Je note. Comme tu l'as dit, j'aime bien parce que Marc, on a c'est toujours repoussé les échéances jusqu'au 31 octobre. Donc on a 5 mois à peu près devant nous. Je pense qu'il va s'en passer des choses. Effectivement, qui va être nommé à la tête du Parti conservateur. Ça, c'est d'ici mi-juillet. Mais ça, c'est en juillet. Merci. Mais c'est pas parce que, effectivement, celui qui sera élu à la tête du Parti conservateur va diriger le pays. Pour autant, est-ce qu'il sera en capacité de trouver une majorité? Ça, c'est loin. Pour réussir le Brexit. Et donc, ce que demande le Parti travailliste, c'est de dire soit un nouveau référendum, soit de nouvelles élections. Est-ce que ce sera un passage quasi incontournable d'ici le 31 octobre? Et dernière question, dans cette dimension-là, quelle attitude, on l'a évoqué tout à l'heure, aura l'Europe et quelle capacité de négociation est possible encore aujourd'hui? Voilà. Ô combien d'incertitudes, ô combien de difficultés. Et je me dis que le travail des politiques et des diplomates va être ardu dans les prochains mois. Et conclusion, il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Radio Arc-en-Ciel pour être prévenu de la prochaine émission d'éclairage à la rentrée qui en reparlera et qui donnera tous les éclairages. Eh bien voilà, vous pourrez nous voir comme ça. Allez, c'est parti. Bon, alors, sans transition, comme dirait l'autre, élection européenne. Du coup, pour faire le lien, au Royaume-Uni, les élections européennes ont accouché, en gros, de 2 partis dominants. L'un qui est Brexit, donc no deal, on vient d'en parler, le parti Brexit, et de l'autre côté, les libéraux-démocrates qui aimeraient bien refaire un référendum pour rester dans l'Union européenne. Est-ce que du coup, vous avez le sentiment que ces élections européennes dernières, ce tableau anglais se retrouve un peu dans d'autres pays, c'est-à-dire une atomisation et des partis traditionnels, bing, renvoyés dans leur corbe, et puis des partis à gauche ou à droite qui les débordent? Alors, j'ai juste une question. Tu veux qu'on parle de la façon dont les grands partis, quand je dis les grands partis, ceux qui avaient la tête des sondages, on va dire, avant les élections, se retrouvent aujourd'hui? Ce qui se passe France Insoumise, ce qui se passe chez les Républicains, ce qui se passe... Alors j'aimerais bien qu'on aborde effectivement là, les dommages collatéraux, notamment en France, mais par exemple par rapport aux grands partis, je pense qu'en Allemagne aussi, ils ont fait des scores historiquement faibles. En Angleterre, c'est clair. La grande question, Philippe, qui se pose, qui va se poser très très prochainement, c'est quelle majorité va émerger au sein du Parlement européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dominante. Oui, très hétérogène. Du PPE et du Parti social-démocrate qui formaient dans une entente tacite une majorité pour pouvoir gouverner, entre guillemets, la responsabilité du Parlement européen, ça a volé en éclats. Donc aujourd'hui, on a une fragmentation qui nécessite de penser différemment les alliances. La question, c'est quel type d'alliance va pouvoir s'inscrire aujourd'hui et avec qui? Là aussi, moi je trouve qu'il est très très difficile de percevoir aujourd'hui, au moment où l'on parle, quel sera le dessin de ces nouvelles alliances qui permettra, on l'espère au moins, de pouvoir faire que le Parlement européen soit à même de fonctionner, c'est-à-dire à même de donner les bases législatives pour la prochaine et 5 prochaines années. Parce qu'on avait vu lors de la première émission, on avait quand même rappelé à notre audience que le Parlement européen a beaucoup de prérogatives et que se désintéresser des élections européennes, c'est une mauvaise idée parce que concrètement, les impacts pour notre vie à tous les jours sont importants. Donc du coup, on a parlé d'un Parlement beaucoup plus hétérogène avec des groupes plus nombreux et moins...
Moi, volumineux. Alors, j'étais intéressé par un article que tu nous avais transmis. C'est une bonne nouvelle. Tu le fais toujours beaucoup. Excellemment. Merci. Tu peux noter je note. pour la prime de fin d'année. Pour les primes de fin d'année. Oui, c'était donc un article que tu avais cité de Thibaut Musergue. Il a écrit un livre sur la quadrature des classes, qui est je trouve très intéressant et qui était cité dans un article de Marianne. Donc moi, il y a 4 composantes qui le truc, mais moi je simplifierais en fait. Enfin, la première approche que j'avais, c'était de simplifier en disant qu'il y a finalement trois grands mouvements et tensions qui se sont créés dans ces élections. C'est l'une vraiment dans cette partie des minorités qui ont peur de la submersion, qu'ils perdent toute force par rapport à la mondialisation. Donc une certaine peur de cette mondialisation et qui devient plutôt donc eurosceptique ou voire europhobe. Ouais. On a l'impression que l'Europe est une sorte de passoire ouverte et qu'elle nous retient sans nous protéger et donc qu'il vaudrait mieux en fait se protéger tout seul. Et il y a cette tendance-là qu'on voit dans le vote Front National, enfin Rassemblement National et tout ça. RN, ouais. Et il y a l'autre mouvement qui est, je pense, le mouvement encore mondialiste qui dit l'Europe a quelque chose à jouer, mais toujours dans une démarche très libérale en disant il faut encore alimenter le moteur de la croissance et on espère que les plus audacieux et les plus dynamiques en Europe vont recréer la croissance et nous protéger contre la concurrence étrangère. Et puis il y a le troisième élément qui est cité dans cet article, c'est un peu ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il faut complètement changer les règles du jeu pour arriver à se projeter dans l'avenir, non pas seulement pour se protéger d'une concurrence mondialisée, mais pour faire face au risque d'effondrement qu'il y aurait, effondrement écologique, guerre et tout ça. Et là, on voit effectivement qu'il y a eu le mouvement des Verts, enfin tous les Verts alors on peut en noter Europe et certaines parties de gauche. En Allemagne aussi. En Allemagne, en France, en Belgique. C'est ça. Et je pense que ça illustre bien ces gens-là qui pensent qu'effectivement, il y a un problème écologique important et qui en même temps ne savent pas très bien quelle va être la solution pour faire face à ces défis. Est-ce que c'est un peu libéralisme, pas du tout, pas beaucoup, trop? On ne sait pas très bien. Et donc, je pense que pour moi, le vote vert, et surtout en France, c'est un vote où on veut que ça soit prendre en compte cette chose qui est vraiment très importante et qui devient pour les jeunes en particulier la première priorité, mais sans vraiment trop savoir quelle doit être la politique qui est derrière. Okay. Juste par rapport à ce que vient de dire David, où il vient de parler des millennials, c'est sûr que au niveau de la façon dont ces élections se sont déroulées en France, je vais parler juste de la France, on a été surpris de voir le taux de participation. Oui, c'est bien qui a été... non, mais la tendance est complètement inversée. J'allais dire extraordinaire, qui sortait... Grâce à notre émission. Parce qu'on avait démontré qu'on pouvait aller barbecue et en même temps voter. Voilà, d'où la brochette. Pour le brochette. Et donc, un vote beaucoup plus important. Oui. Et, sauf erreur de ma part, il y a eu un vote des jeunes beaucoup plus important que dans les autres élections. Comme si la prise en compte de ce défi était portée aussi par eux, aujourd'hui. Qui a été fort pour les Verts, mais qui a été fort aussi pour le Rassemblement National. Ouais. Je crois qu'on peut dire aussi que pour les jeunes, alors les jeunes, on va dire les moins de 30 ans, donc les 18-30 ans... Non, non, c'est pas grave. Non, c'était pour Philippe, il était content, il disait jusqu'à 30 ans, je lui dis non. Il semble évident que l'Europe, de toute façon, ils sont nés dans l'Europe et ils font partie de l'Europe, et l'Europe est la réalité qui les intéresse. Ouais, et puis ils sont vachement globetrotters. Donc ça, je crois qu'il y a une vraie mobilisation là-dessus. Alors, à partir de ce que disaient Bernard et David, moi, j'ai quand même eu des étonnements par rapport à ce que nous avions dit à l'époque. Alors, on pourra dire que le parti En Marche d'Emmanuel Macron n'a pas gagné les élections, mais est arrivé deuxième à moins de 0,9% de moins que le Rassemblement national, avec un score relativement proche de ce qui s'est passé au premier tour des présidentielles. Après 2 ans de gouvernance, arrivé à un tel stade comme cela, je me dis, pas beaucoup de partis
dans la vie politique française, sont en capacité de le faire, surtout face à une élection européenne qui est a priori une élection un peu défouloir. Exactement, un peu sanction. Après les Gilets jaunes. Donc, je trouve que c'est intéressant et globalement, le Rassemblement national est aussi sur des scores relativement similaires de ce qu'il a fait pendant les élections présidentielles. Donc ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, là où ça a bougé, c'est sur le reste de la composante politique. Forte émergence de la France insoumise pour les élections présidentielles. On était dans une 3e position, proche de la 2e position, et on arrive à un taux de 0,8%, qui aujourd'hui met en difficulté très clairement Jean-Luc Mélenchon. 6,8%, tu veux dire? 6,8%. Oui, tu as dit 0,8%. Donc là, j'ai eu un appel de Jean-Luc. 6,31 précisément. 6,31%. Donc, qui met en question, entre guillemets, l'orientation politique de ce parti et qui fait dire à certains qu'il faut changer les donnes. Clémentine Autain, notamment. Et là aussi, un certain nombre de militants qui quittent le navire pour aller voir ailleurs. Même chose pour la droite. Donc, grosse claque chez LFI. LFI, c'est la France Insoumise. Et pareil, grosse claque chez les Républicains. LR. Grosse claque. Et là aussi, ça part, c'est la débandade. 8,5%. La débandade, en se posant la question de savoir quel avenir possible pour ce parti. Par débandade, précisons, depuis notre dernière émission, le président Wauquiez poussé à démissionner. Voilà. Et puis, celles ou ceux, par exemple Valérie Pécresse, qu'on aurait pu attendre, parce qu'en plus, elle l'aime pas trop, Wauquiez, se précipiter pour prendre sa place, elle a dit ciao au parti, on est bien d'accord. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a eu tout dernièrement ce collectif de 72 maires, présidents de région. Ils ont fait quoi Ils ont fait paraître une tribune je connais la réponse, disant que la politique d'Emmanuel Macron était celle qu'il fallait pour la France et que du coup, il quittait LR. La présidente du groupe d'opposition LR à la mairie de Paris, Florence Berthoud, a fait pareil en début de semaine, au début du mois de juin. Là. Okay. Je veux dire, on est dans cette hémorragie des grandes figures, on va dire, ou des personnes qui ont des mandats sur des places importantes, Paris ou bien les régions ou les villes. Il y a des municipales l'année prochaine. Ça a fait exploser, comme le souhaitait Emmanuel Macron lors des présidentielles, ça a fait exploser le paysage politique traditionnel français autour de sa réalité à lui, entre guillemets, avec une inquiétude, c'est de se dire aujourd'hui quelle autre opposition possible que celle du Rassemblement national, donc une opposition extrémiste, entre guillemets, en tant que telle. Voilà, les choses se recomposent et comme le dit Bernard, à un an des élections municipales, bien évidemment, certains se disent comment je vais trouver les alliances nécessaires pour être élu maire. Exactement. Au niveau des présidentielles, c'est le Parti socialiste. C'est le Parti socialiste qui a explosé. Là, au niveau des élections européennes, ce sont les Républicains qui ont explosé, qui ont implosé, on va dire comme ça. Le Parti socialiste peut plus exploser puisqu'il est déjà mais c'est pour ça, il n'y en avait plus. Pardon, excusez-moi, je fais dans le résumé à la hache. Ok, David. Moi je comparerais pas tout à fait quand même les Républicains avec la France insoumise, parce que je pense que les Républicains ont vraiment eu un séisme très fort au présidentiel et n'ont pas trouvé, en fait, je pense, leur électorat. Voilà, l'article dont je parlais d'ailleurs montrait bien qu'il y a une de ces 4 classes qui est la classe provinciale. Et ils ont cru que ces classes provinciales, on pouvait les mobiliser sur des questions éthiques, des questions l'affaire Vincent Lambert et tout ça. Alors que non, en fait, ce sont des gens qui ont une certaine culture chrétienne démocrate, mais qui ne sont pas forcément sur cette ligne des défenseurs de valeurs droite dure et tout ça. Droite, et du coup, il y a eu une erreur d'analyse assez forte dans laquelle Bellamy s'est planté et qui a certainement fait du mal. Tête de liste. Voilà. Et donc, du coup, là, entre le Rassemblement national et la République en marche, c'est sûr que là, ils ne savent plus où se trouver et Wauquiez a complètement échoué dans une espèce de racolage. Je pense que du côté de la France insoumise, c'est plus compliqué parce que la posture que Mélenchon incarnait, d'une posture souverainiste... Tu parles au passé déjà, là. Qu'il incarnait au moment des présidentielles, c'est ça que je voulais dire. Son hologramme. Après, oui, le reste est très probable aussi, mais donc au moment des présidentielles, cette posture souverainiste
ne fonctionnait pas pour les élections européennes, parce que du coup, elle était trop inquiétante, je pense. Et du coup, ça ne veut pas dire, je pense, que la France Insoumise ferait le même score s'il y avait une élection nationale tout de suite. J'ai l'impression, après je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ça. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de la France Insoumise qui se sont séparés en deux groupes, ceux qui ont fait le vote écologiste et alors qui sont allés vers les Verts, ou qui ont fait un vote souverainiste. Il y a peut-être quelqu'un autour de la table qui est dans ce schéma-là, d'ailleurs. Et certains qui sont allés vers un vote souverainiste, et à ce moment-là, qui ont rejoint le Rassemblement national. Voilà, donc en fait, il y avait ces deux choses que portait la France Insoumise, c'est-à-dire une forme de souverainisme et une forme d'écologisme. Il nous reste 4 minutes. Donc ça s'est dégagé là-dedans. Parce qu'il y avait un flou total sur ce que la France Insoumise voulait faire en Europe. Si tu me permets, Marc, juste faire toujours émerger, sur la France Insoumise non, ce qu'a dit David sur... Parce que pour moi, qui suis catholique, etc., l'erreur qui vient de Bellamy, qui pensait que en resserrant sur les positions traditionnelles d'un catholicisme moral, etc., eh bien, ça a volé en éclats. Et ça, je crois que c'est quelque chose vraiment à noter dans la société française. C'est ce qui était du domaine de la tradition, presque incontournable, etc., n'est sans doute plus demain d'actualité. Eh bien, pour l'Église catholique, qui est amenée à travers tous les drames vécus autour des abus sexuels à repenser un peu, c'est aussi de se dire, sa ligne de pensée morale, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas une légitimité, mais ça veut dire qu'elle ne peut plus être entendue de la même manière hier qu'aujourd'hui. J'aime bien cette prise de hauteur, ça tombe bien, on approche dans les 3 dernières minutes. Elle existe aussi dans d'autres milieux que l'Église catholique. Tu as des milieux protestants où une certaine éthique, un certain nombre de valeurs sont très proches de ce que tu évoquais. Et cette question-là, elle est assez transversale. Et en ce cas, du coup, en termes de signe des temps, mais sur un autre sujet, mais sur le sujet de la gouvernance des partis, qu'est-ce que vous pensez des critiques, j'aurais peut-être pas relancé ce sujet maintenant à ce temps-là, mais sur le manque de démocratie en interne au sein de LFI. Alors là, c'est LFI, mais ça pourrait être éventuellement d'autres partis. Est-ce qu'il y a aussi un signe des temps sur les gens ne supportent plus des modes de direction, de gouvernance qui ont marché pendant un temps? Je crois surtout, je me prêt à sourire, parce que c'est des bizarre, choses sur lesquelles on est revenu à plusieurs reprises dans nos émissions. C'est l'adéquation entre ce que l'on annonce comme idée, comme posture, et la France Insoumise, c'était de dire il faut arriver vers un acte démocratique beaucoup plus proche, une prise en compte de la citoyenneté, et on est face à la réalité d'un parti qui est dominé par un grand dirigeant qui est Jean-Luc Mélenchon, et qui, à l'intérieur même, a du mal à asseoir l'acte démocratique. Donc, que dire, que faire entre la parole émise et la réalité vécue? Mais je ne suis même pas sûr que ce soit le problème de Jean-Luc Mélenchon qui pose problème réellement. Je pense que c'est une entité dirigeante qui a émergé avec Alexis Corbière et d'autres, qui eux sont dans une réflexion politique. Toutes leurs copines aussi sont dans la bande. Alors. Voilà, de la façon de poser leur opposition à l'Assemblée nationale et tout ça. Et donc ils sont rentrés dans un rapport de force politique avec les autres composantes nationales, et du coup qui finalement effectivement sont dans cette logique-là qui est en coupure avec on va dire la logique gilet jaune, on va dire comme ça, c'est-à-dire nous sommes partis sur une sorte d'aspiration d'un mouvement révolutionnaire citoyen qui fait qu'il faut faire monter vraiment les aspirations du peuple, vraiment reconnecter avec le peuple, ce qu'ils avaient assez bien réussi pendant la campagne présidentielle. Et là, il y a effectivement des gens qui disent « Attention, là, vous êtes de nouveau en train de rentrer dans un jeu politique et vous êtes coupé de cette... » C'est ça qui est important. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment ça surgit, parce qu'effectivement, ça pose la question de savoir comment on réalise une révolution citoyenne pacifique avec ce téléphone rouge permanent entre le peuple et les entités dirigeantes. Et il nous replace son téléphone rouge. Voilà, et c'est quand même quelque chose qui se pose au niveau européen, avec des étages supplémentaires, et qui est assez passionnant. Bon, très bien. Allez, formidable. On va presque du coup terminer là-dessus. Hein. Donc, élection... Oui, non. Tout petit mot, je trouve qu'il y a quelque chose qui a manqué encore, et j'ai soif de ça, c'est de discuter comment est-ce qu'on réforme l'Europe, qu'est-ce qu'il faut réformer, quels sont les grands projets européens dans lesquels il faut qu'on se lance. Voilà, tout ça, on n'en a pas parlé en fait, on ne s'est pas projeté dans l'avenir finalement de ce qu'on veut faire avec l'Europe.
Et ça, je trouve, je suis très assoiffé de ça. La place des Verts et de toute la mouvance verte est ô combien importante. Ouais. Et avec qui ils vont s'associer pour peut-être faire émerger une autre manière de penser l'Europe demain. Bon, merci. On en reparlera alors. Ah ben voilà. On n'éteint pas la lumière. Pareil. On n'éteint pas la lumière complètement. On éteint la lumière. Donc on s'abonne à la chaîne YouTube bien sûr de Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Iris. Prévenu des nouvelles émissions. Permet d'être prévenu des prochaines émissions. Donc voilà. Et puis on se fait une petite souhaite pause. Bonnes vacances. Quand même. Des longues vacances. Avec on barbecue. revient au mois de septembre. On revient au mois de septembre, tout à fait. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci, et à Philippe. très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.